Vous le savez maintenant, je parle très peu de l'aspect littérature pure dans les œuvres dont je parle. Ce qui m'intéresse sont les histoires et leur portée plus que la manière dont elles sont écrites. Et de toute façon, c'est pas mon domaine. Cependant, de temps à autre, certaines œuvres vont me marquer pour leur manière particulière de créer le récit. C'est le cas avec Dead Astronaut et sa non-linéarité, ou Broken Earth et ses 3 différents points de vue écrits de 3 façons différentes. Et donc, le cas également de Imperial Ratch de Ann Leckie, une trilogie un peu particulière et qui a beaucoup fait parler d'elle à sa sortie, ayant raflé tous les prix littéraires SF possibles. Il était donc temps que je vous en parle. Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Horizon Universe. Ancillary Justice ou la... Bougez pas. Ancillaire. Voilà, maintenant je sais comment on le dit, je ne le dirai plus jamais de la vidéo. Sorti en 2013, a été un des livres qui a le plus fait parler de lui ces dernières années. Et a raison, même si, étonnamment, il a fait peu de vagues en France. Vainqueur du prix Arthur C. Clarke, du BSFA, du Hugo, du Kitschis, du Locus, du Nebula, du Sayun et nominé pour 3 autres prix, c'est un livre duquel il est difficile de passer à côté quand on suit un petit peu les sorties SF. Et comme on en parle, mine de rien, assez peu de notre côté de la Manche et de l'Atlantique, j'avais envie d'y faire un petit tour. Très rapide, car je vais me concentrer, comme le titre l'indique, sur le premier de la trilogie, qui est, après tout, un livre déjà assez court, d'à peine 400 pages. Mais il mérite, selon moi, bien plus de discussion dans le monde francophone. Comme d'habitude, lançons-nous dans un court synopsis, sans spoiler. Ancillary Justice se passe plusieurs milliers d'années dans notre futur et nous évoluons dans l'empire du Rash, extrêmement militarisé et expansionniste, qui utilise des IA contrôlant des enveloppes humaines appelées ancillaires, donc comme chair à canon. En fait si, j'ai réutilisé le mot, comme quoi. Le vaisseau Justice of Toren a disparu 20 ans avant le début de l'histoire, et la seule survivante du vaisseau, l'ancillaire Breck, rencontre sur une planète glacée Seivarden une officier ayant servi sur le Justice of Toren 1000 ans plus tôt, et dans un sale état, décidant de lui sauver la vie. Le livre alterne donc entre le présent, Breck cherchant justice pour son vaisseau, et des flashbacks d'avant sa disparition, lorsque le Justice orbitait autour de la planète récemment assimilée, Shis-Urna. On en reste là, pas de spoiler, je vous avais dit, mais vous vous doutez bien que sur les 3 livres, on a la place de raconter beaucoup plus que ça. La justice. Breck, la dernière survivante du Justice of Toren, cherche non seulement réparation, mais carrément vengeance pour les torts qui lui ont été causés à elle et à son vaisseau. Et de la même manière, l'effort tout entier de l'Empire est de prévenir la souffrance causée par des idéologies différentes via l'esclavagisme, le capitalisme, la distribution non équitable et juste des ressources, 2 visions de la justice qui se clashent violemment. Les intentions de l'Empire sont au fond bonnes, on le verra plus tard, mais elles sont aussi profondément gangrénées par une vision de la justice et du bien versus le mal, très unilatéral. Oui, l'Empire fournit le gîte et le couvert gratuitement à tous ses citoyens, mais le coup en est une guerre sans merci, extrêmement violente, et l'abandon des particularités culturelles des colonies. Ça part d'une bonne intention, mais ça ne rend pas la guerre quasi religieuse conduite, morale et bonne et juste. Et c'est pareil pour Breck, le parallèle est hyper intéressant pour ça. Le désir de vengeance et de justice est compréhensible, voire même honorable, mais est-ce que c'est une quête juste bonne et morale? Vous avez 4 heures. Non, vous avez grand maximum un quart d'heure. Grand max. L'identité, la conscience et soi. Nous suivons Breck, une ancillaire d'un vaisseau détruit dont le but est autant la vengeance et la justice que le fait de retrouver un but, un propos et une identité. Une entièreté parce qu'elle est pour la première fois seule, un jeu unique, sans le Justice of Toren et les ancillaires auxquels elle est reliée. Un énorme changement pour une conscience qui a l'habitude de la multitude, une armée confinée dans un seul corps. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que même si on sait dès le début que Breck est une intelligence artificielle, pas réellement humaine, on oublie presque totalement ce détail, pourtant si important, parce qu'elle fait preuve dès le début de tout ce que l'on peut facilement considérer comme humain. Initiative, détermination, gentillesse envers Seivarden, mais aussi douleur et sentiment de perte.
Il ne fait jamais le moindre doute dans l'esprit du lecteur que Breq est quasi humaine malgré sa longévité et son passé, et malgré le fait qu'elle ne dise que prétendre être humaine plusieurs fois, parce que les ancières sont pas vraiment ultra bien considérées dans le peuple, t'as vu? Parce qu'elle agit par subjectivité et émotion, pas par logique qu'on attendrait d'un androïde. Son identité est construite autant par sa programmation de base que par son expérience de la vie, un point de vue sur l'intelligence artificielle assez différent de ce dont on a l'habitude, et on y reviendra. C'est aussi visible via l'impératrice Anandar Miana, mais no spoil toujours. Le genre. On va passer super méga vite sur ce dossier-là, mais un des points les plus intéressants du livre est le fait que les Rajshai ne genrent pas les gens, et que tout le monde est donc au féminin. Ça peut paraître un peu cheap comme procédé de worldbuilding, personnellement je trouve intéressant la discussion que cela amène sur notre tendance à tout voir au masculin, particulièrement dans un milieu militaire ou de pouvoir. Je trouve intéressant qu'un empire aussi radical et conservateur que le Raj donne la part belle au féminin et que certains personnages importants soient clairement décrits comme féminins. Et pas seulement avec les pronoms, mais clairement des femmes. Je vous laisse le découvrir par vous-même, mais je trouve ça plutôt cool. L'intelligence artificielle. La quasi-totalité de l'histoire tourne autour de personnages non humains, un fait honnêtement assez rare, même en SF, pour être souligné. Et pour le coup, le livre offre un discours sur l'intelligence artificielle, sa nature et sa faillibilité toute humaine très fort. Même un programme peut être teinté par les défauts de celle-ci, et c'est hyper intéressant de le voir écrit de cette manière, parce que ça humanise totalement des personnages auxquels on aurait peut-être du mal à s'attacher sinon, en plus d'en dire beaucoup sur l'univers dans lequel on évolue. Le libre arbitre, l'émotivité, la subjectivité, la personnalité sont non seulement possibles, mais encouragées pour l'IA, même dans un empire ultra militarisé et conservateur, et quand on y pense, c'est juste dingue du réalisme. Parce que le but n'est pas d'avoir des robots sans cervelle qui font la basse besogne, mais des corps entraînés, intelligents, qui savent réagir à toute situation, même extrême, d'où le besoin d'être plus humain qu'humain, même dans les aspects négatifs de l'humanité. C'est hyper intéressant comme propos et la meilleure partie du livre, même si, no spoiler, ces IA ne sont pas créées de la meilleure des manières et n'ont aucun droit. La colonisation et la culture. Comme décrit dans le synopsis, l'Empire Raj est fortement expansionniste et met en avant sa culture comme la seule acceptable et acceptée. Les habitants des planètes colonisées sont tout de suite considérés comme des Rajshai, des natifs, mais auxquels sont imposés les codes et éléments culturels de l'Empire. Le port de gants, le vocabulaire non genré, etc., etc. Et le thé aussi. Ils en boivent beaucoup. Beaucoup de thé dans le bouquin. J'avais envie de pisser rien qu'en lisant tellement les personnages passent leur temps à boire de la verveine. Et puis, il y a ce qu'on fait au corps des soldats ennemis, mais pas de spoil, même si vous avez sûrement déjà deviné. Bref, même si c'est plus présent dans le tome 2 et le 3, et reste plutôt en surface dans le premier livre, le livre met en avant la violence avec laquelle l'Empire impose sa culture et détruit celle de ses colonies, qui ne sera pas sans rappeler des événements historiques, et l'impact sur les civilisations et les individus. Et pourtant, il est aussi présenté comme juste et bon, car basé sur une économie de l'abondance, où les vêtements, la nourriture et un toit sont offerts à chaque citoyen, même les improductifs, les enfants, les vieillards et les handicapés, étant également anticapitaliste dans sa vision anti-esclavagiste des humains. L'Empire est la parfaite exploration de la fin justifie les moyens dans toute sa perversité. L'écriture. Vous l'avez peut-être remarqué, parce que je l'ai dit, mais je n'utilise que le pronom « elle » tout au long de cette vidéo, pour chaque personnage, et c'est un des points qui a fait que le livre a pas mal fait parler de lui. Dans l'univers de l'Empire du Raj, les Rajshai ne différencient pas les gens par le genre, et le féminin est utilisé comme le neutre, ce qui fait que le pronom « she »,« her », « elle », donc, est utilisé constamment, même lorsque, par la force des choses et des descriptions, il apparaît que certains personnages sont, en effet, des hommes. Ça paraît pas grand-chose dans l'idée, mais c'est une narration intéressante qui force le lecteur à s'interroger sur l'utilisation du masculin pour le neutre habituellement, et qui bouscule quelque peu nos modes de pensée occidentaux. Alors oui, c'est simple, ça coûte rien, c'est pas le truc plus original du monde, mais ça fait honnêtement se demander si le monde est rempli de femmes plusieurs fois, et c'est plutôt bien foutu. Et puis il y a un côté très réminiscent du magnifique Use of Weapons de Banks, avec l'alternance entre événements passés et présents, qui permettent de découvrir peu à peu ce qui est arrivé au Justice. Le premier d'une trilogie. Je l'ai dit, j'avais envie de me focaliser sur le premier livre de la trilogie pour éviter les spoilers, parce que le dernier se finit sur un twist plutôt intéressant et qui lance l'intrigue des deux suites, donc ça paraît dommage de vous ôter ce plaisir. Mais du coup, Ancillary Justice est bien le premier d'un ensemble, Ancillary Sword sorti en 2014 et Ancillary Mercy en 2015. Vous l'aurez deviné, des types de vaisseaux de l'Empire. Et je dois dire que si j'avais beaucoup aimé le premier, et si les deux autres sont très différents par nature, un peu encore une fois comme la trilogie Broken Earth, l'ensemble de la trilogie est extrêmement bien faite et construite.
J'aime le développement des personnages et l'évolution de la discussion autour de l'Empire et des intelligences artificielles. On s'attache vraiment à plein de détails très intéressants et le monde a un background plutôt bien foutu. Et c'est pas rien quand on voit le nombre de trilogies qui s'essoufflent complètement passé la révélation du tome 1. C'est agréable de pouvoir suivre une histoire qui non seulement reste de bonne qualité, mais devient encore plus grande. La nature de l'Empire. Je l'ai dit, une des principales thématiques autour de la politique de l'Empire est ses ambitions. Mais sans vouloir spoiler, j'ai rarement vu une discussion aussi poussée sur les problématiques relevées par l'existence d'un empire galactique, avec un grand E. L'Empire est montré comme une colossale machinerie militariste et expansionniste colonisatrice, détruisant toutes les cultures sur son passage pour forcer la sienne, persuadé de sa supériorité et de la justice de ses actes, et de telle manière que le lecteur comprenne que l'Empire est en effet le bad guy derrière son côté progressiste, anticapitaliste et quasi altruiste envers ses citoyens, si ceux-ci abandonnent leur culture, valeurs et système de pensée, évidemment. J'en dirai pas plus, mais j'aime beaucoup cet aspect. La discussion sur le soi. La question de l'identité, de l'individualité et de l'IA est vraiment une de celles qui me passionnent le plus en SF. Et ici, je peux vous dire que j'ai été gâtée, tout simplement parce qu'on a rarement l'impression de suivre un ancillaire, donc quelque chose de non humain. C'est rappelé subtilement, ou pas d'ailleurs, tout au long de la trilogie, mais la recherche de sens pour Breck, de son humanité et de sa vie, et de tout ce qui se passe avec l'empereur et l'impératrice, no spoil wink wink, donne vraiment de quoi boire et manger sur la question. Surtout avec la manière dont est traité Breck par les autres et son rapport à elle-même, aux justices et à l'Empire. Même les personnages secondaires et tertiaires ancillaires invitent à la réflexion. S'ils sont différenciés oralement par des numéros, il est clair qu'elles ont toutes des personnalités différentes et uniques. Ce qui est très surprenant, c'est intéressant parce que je m'attendais pas forcément à trouver une réflexion sur le sujet, mais c'est très bien amené. Une invitation à plus. Je me suis tâtée longtemps pour savoir dans quelle catégorie de lecture placer ce livre, et encore aujourd'hui, je serais plutôt d'avis de la caser dans intermédiaire. Je ne conseillerais pas ce livre pour un débutant total, genre si vous voulez vous mettre à la lecture ou à la SF, je vous dirigerai gentiment vers autre chose, mais si vous avez déjà un peu creusé du côté New Space Up à la Chambers, vous êtes plutôt ok. Cependant, ce que je trouve appréciable avec ce livre, c'est l'invitation à en découvrir plus. Après une trilogie comme ça, tu n'as qu'une seule envie, c'est de repartir dans un univers similaire, d'empires tentaculaires, et de vaisseaux, et d'avancées tech, et de réflexion sur l'identité, et le genre, et l'univers. Ce livre, c'est une entrée qui te donne la dalle, pas parce que pas consistant en lui-même, mais parce que ça ouvre la porte à une des SF les plus alléchantes, profondes et vastes possibles. Quelque chose de commun avec le New Space Opera, plus positif et optimiste, et dans la promesse de meilleur. Et avoir envie d'en avoir toujours plus, je trouve que c'est un bon point. Comme je l'ai dit dans l'introduction, il n'y a au final pas tant à dire sur cette trilogie, et sur le premier livre sur lequel on a focus notre attention, ça reste un livre de 400 pages, la totalité de la saga est moins longue que certains livres de Hamilton. Cependant, je voulais partager mon amour pour cette trilogie, déjà parce qu'elle a peu été relevée en France malgré son succès outre-Atlantique, probablement pour le côté genré de l'écriture, et parce que les autrices, ça se vend moins, a fortiori en SF, mais aussi parce qu'il explore des thématiques rarement mélangées entre elles d'habitude. Les livres qui explorent la conscience de soi des IA de manière aussi centrale se passent rarement dans un univers space-op aussi vaste. Et les empires ultra-expansionnistes font rarement un petit écart dans leur conservatisme extrême pour être pidou sur le genre. J'ai trouvé ce mélange audacieux, original et bienvenu, et si c'est pas le meilleur livre ni la meilleure trilogie ever, c'est une trilogie qui mérite d'être mise en avant pour l'exploration de ces thématiques, et parce que c'est toujours cool de mettre en avant des autrices trop souvent invisibilisées. Je vous invite donc à découvrir cette trilogie. Voilà tout le monde, cette petite vidéo sur la trilogie de l'Ancillaire, maintenant que je sais le dire, est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, notamment Instagram et Twitter, où je suis la plus active, à donner sur Tipeee pour aider la chaîne si vous en avez les moyens et si vous en avez l'envie. Et d'ici là, moi je vous dis à bientôt dans l'univers.